Alors, c'est l'heure de prendre l'invité du jour. Il s'appelle Aaron Kanza-Kunda. Il est chirurgien dentiste à l'hôpital de Cabinda, détenteur, excusez-moi de lire, parce que c'est Velekimlaï. Il est détenteur d'un Master 2 en études et recherches en démographie de l'Université Paris-Nanterre et de l'École des Hautes en démographie. Master 2 en santé publique à l'Université Clermont-Ferrand, Auvergne. Il a exercé pendant 5 ans comme chirurgien dentiste en RDC avant d'aller parfaire les études en France. Travaillé comme chargé d'études statistiques au centre de recherche de l'Institut de démographie de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il occupe actuellement le poste des chargés d'administration et de pilotage à l'observation de la réussite de l'insertion professionnelle et de la vie étudiante à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il s'occupe d'un projet de recherche nommé Génération 2023 qui consiste en suivi de cohorte des étudiants de Paris 1. Ce projet vise à améliorer la réussite des étudiants par une connaissance approfondie. Trajectoire étudiante. Bonjour. Bonjour madame. C'était quand même très lent. Oui, mais bon, pour le coup, on a essayé de mettre très peu d'informations parce que si on doit s'étaler sur un CV, ça va prendre 10 pages. Alors, pour le coup, on met tout ce qui est important parce que le sujet du jour parle de la démographie. Je me devais de donner ce parcours un peu atypique parce que je suis parti de la médecine et j'ai atterri en démographie et en santé publique. Et ça me permet vraiment de comprendre le monde d'une façon assez large. J'ai une large vision du monde quand je traite d'un sujet, le traite avec cette vision-là des choses. Alors, vous allez bien? Très, très bien. Alors, nous parlons... Oui, moi je suis toujours en bonne santé, je ne suis jamais malade, je suis toujours bien. Je vous remercie. Alors, nous parlons de la situation démographique en RDC, plus particulièrement Kinshasa, qui en paye le prix. Alors, déjà, on veut savoir, c'est qui est un démographe? Un démographe, c'est un mélange entre un statisticien et un sociologue. Un démographe, c'est un spécialiste des statistiques de la population. Lui, il va recueillir les données, il va les analyser et puis il va les interpréter selon la société. Différemment d'un statisticien, quand lui il a les données, il va juste analyser et sortir les résultats. Nous, en tant que démographe, on a cette charge d'analyser et de donner une interprétation sociologique aux chiffres. J'espère que vous avez déjà analysé les données pour Kinshasa. Pour Kinshasa, je suis en train de travailler dessus. Mais comme vous avez décrit, j'ai beaucoup travaillé en France depuis un moment. J'ai beaucoup analysé les données de la France. J'ai travaillé sur les données de Santé publique France. J'ai travaillé sur les données des enquêtes RFI. J'ai travaillé pour le camp de l'Afrique, les données des enquêtes EDS. Mais pour la RDC, vous savez, on a un problème avec les données en RDC. Mais même quand elles sont produites, on ne sait pas vraiment y accéder. Et ça, c'est un plaidoyer que je vais profiter ici, sur votre télé, de vraiment prêcher à ce qu'on puisse donner accès aux chercheurs, aux gens qui travaillent sur les données, d'avoir les bases des données et de traiter les nombreuses questions des recherches qu'on se pose tous, que la population se pose, que le gouvernement se pose pour continuer à avancer dans notre société. Mais y a-t-il de conséquences par rapport à la croissance démographique en RDC surtout? Oui, il y a des conséquences et il y a des conséquences positives comme des conséquences négatives. Donc pour le coup, je vais commencer par ce qui est bien. On va prendre un exemple simple, la Chine. La Chine, avec 100 milliards d'habitants, constitue en elle-même d'abord le marché pour tout ce qui est entreprise chinoise. Donc en Chine, on peut produire un article qui coûte 1 euro ou 1 dollar, le vendre aux milliards de la population et être milliardaire après. Économiquement, la Chine profite de sa population, profite de son évolution démographique. Même s'ils ont eu cette politique d'enfant unique à un moment pour maîtriser plus ou moins le flux, la dynamique de la population,
Mais c'est cette population-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui la Chine est la deuxième puissance économique, si pas la première puissance économique d'ici quelques années. Et pour le côté négatif, ça c'est plus quand on ne maîtrise pas sa population. La population s'accroît sans vraiment qu'il y ait des politiques qui suivent derrière. Et c'est le cas de beaucoup de pays africains, malheureusement chez nous aussi. D'ailleurs, on ne sait pas, on est combien nous les Congolais, parce que le dernier recensement date de 1984. Donc, aujourd'hui, nous utilisons plein de projections qui sont faites à partir de ces données en utilisant les taux de natalité et de mortalité que nous offrent des études à côté avec les partenaires, l'IDES et tous les autres. Mais pour le coup, il faut déjà connaître le profil de notre population. Nous sommes combien? Il y a combien de Congolais? Et ça, c'est vraiment le problème de départ. Mais encore, on a quelques chiffres. Parce qu'au départ, en 1984, il y avait 27 millions de Congolais. Ça, c'est le dernier recensement. Après, nous avons des chiffres autour des années 2007 qui étaient autour de 62 millions. Et là, l'Institut national des statistiques estime à 98 millions d'habitants pour le Congo. Ça, c'était les chiffres de 2019. On attend le recensement qui va venir, qui va nous donner les chiffres officiels de la population congolaise. Alors pour le coup, comme la population s'accroît, il y a des problèmes, il y a des conséquences. Nous, au Congo, par exemple, nous sommes un pays très peu urbanisé. Donc, le taux d'urbanisation chez nous est autour de 30-35%. Donc, on a très peu de villes, on a très peu de conditions qui permettent aux gens de vivre dans des conditions décentes. Alors, la destruction économique au niveau des territoires, au niveau rural, a fait en sorte que les gens ont quitté leurs villages, ont quitté leurs plantations, parce qu'avant il y avait des plantations, il y avait des entreprises. Je prends l'exemple de la PLZ, je prends l'exemple de la MIBA, je prends l'exemple de la GECAMINE, pardon. Donc la destruction de ces poumons économiques a fait à ce que les gens ont quitté leur village, ont quitté leur contrée pour rejoindre les grandes villes. Comme Kinshasa, comme Lubumbashi, comme Matadi, toutes ces grandes villes aujourd'hui sont submergées, il y a une surpopulation. Et la surpopulation entraîne plein de problèmes. Le problème au niveau de la démographie, le problème au niveau du logement, le problème au niveau de l'infrastructure urbaine, parce que l'infrastructure urbaine n'est pas développée aussi, les problèmes au niveau de l'offre de la santé, de l'offre de l'éducation. Il y a tous ces problèmes-là qui viennent avec, parce que nos politiques ne sont pas adaptées à la population qui vit dans nos contrées, dans nos villes. Donc le cas de Kinshasa, c'est une ville assez particulière, du fait que c'est d'abord la capitale. Et voilà, il y a des villes particulières comme ça en RDC. Il y a aussi Mbuji-Mayi, mais Mbuji-Mayi c'est plus parce qu'il n'y a pas d'aménagement. Mais Kinshasa a été aménagé dès le départ, mais ce n'était pas aménagé pour autant de population. Mais quels sont d'abord le problème de la ville de Kinshasa en particulier? Les problèmes de la ville de Kinshasa, il faut d'abord voir les chiffres. Au départ, en 1889, il y avait 5 000 habitants à Kinshasa. Plus tard, en 1930, il y en avait 23 000. Au début des années 2000, on était passé à 10 millions d'habitants. Et aujourd'hui, on estime que Kinshasa a 17 millions d'habitants. Enfin, moi, à mon humble avis, je pense que c'est sous-estimé. À voir le nombre de gens qui sortent de Kinshasa, c'est sous-estimé. Mais pour le coup, le problème particulier de Kinshasa, avant tout, c'est le logement. Il n'y a qu'à voir, au départ, on avait un offre de logement qui était, on avait les cadres qui s'opposaient aux ouvriers. Les cadres vivaient à Kalina, à Gombe, et les autres qui vivaient dans la cité où ils avaient des HLM et tout ça. Donc les ouvriers qui pouvaient habiter dans les maisons construites par l'État. Et voilà. Après, quand les gens ont commencé à venir, la population a commencé à croître à Kinshasa. On a commencé à disloquer les parcelles, on a construit 2-3 annexes, 5 annexes à côté. Alors après, il y a la ville qui s'est élargie vers l'est, du côté Maluku, du côté, voilà. Mais encore, il y a ce problème de logement qui se pose. On n'a pas de parc
HLM, j'ai envie de dire. Donc les logements sociaux, il n'y en a pas, l'État ne les construit pas. Ce sont les privés qui construisent, ou parfois ce sont les sociétés privées qui construisent, mais pour les cadres, mais pas pour les ouvriers. Après, il y a l'infrastructure urbaine. On a le transport qui pose énormément de problèmes parce qu'on n'a pas des voies de communication déjà qui soient vraiment développées. On ne peut même pas faire une comparaison. Moi, j'habite Paris, je prends le métro le matin, je vais au travail. À mon retour, je prends le métro, je n'utilise même pas de voiture parce que les transports urbains est là, le métro est là qui me permet de faire l'aller-retour sans problème. Donc à Kinshasa, on a ce gros problème de transport, on a ces gros problèmes de l'infrastructure urbaine. Après, on a aussi le problème de la pollution. Ça, c'est un problème de santé publique carrément parce que il n'y a qu'à voir les voitures qui sont dans la ville, la fumée qu'elles dégagent. Je vous dis, il y a certainement des résidus, des métaux lourds dedans, on les respire tout le temps. Et ça, c'est un terrain propice pour développer des cancers et tout. Et on peut même voir qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des cas de cancers dans notre population des Kinshasa. Donc il y a tant de problèmes comme ça, voilà, à côté les soins de santé, ça aussi on voit bien que c'est un gros problème. Il ne permet pas vraiment à la... En parlant de tout ça, j'avais prévu une vidéo, je ne sais pas si Christian est prêt, j'avais prévu une vidéo qu'on devait voir avec l'invité. Si on peut bien sûr nous balancer cette vidéo de jeunes gens dehors, de jeunes garçons. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut le voir, Christian ? Sepelaka kokanga foto mpona kolakisa mokili mobimba nde tosufaka na balabala. Nasepeli na nkombo na ngai Delor Kitoko ezalaka na balabala artiste ya foto. Sepelaka kokanga foto mpona kolakisa mokili mobimba nde tosufaka na balabala. Nasepeli natanga nasuka na 3e nasuka na 5e primaire nayekola métier moko na vie yanga nde esalanga mpona kumba mutu mpona yekola okumba mutu soit nayekola menuiserie nasa couture mata joueur nakoma ata chauffeur mpona nayekola ata beta ordinateur. Hier, quelqu'un m'a dit que Banébélé, qui ont quitté le village, Balongwe Bamboka, ils sont venus à Kinshasa, donc ils ont quitté des villages, ils sont venus à Kinshasa. Kinshasa aujourd'hui en paye le prix, mais malheureusement ces enfants sont dehors. Et dehors, comme on a dit, avec la pollution, avec ces problèmes de logement, comme vous venez de voir, ils n'ont pas étudié, problème d'école. Mais est-ce que dans ces genres de cas aujourd'hui en RDC, à Kinshasa, on peut encore trouver une solution? Il y a toujours des solutions à tout. Telles que quoi? Premièrement, moi je suis démographe, je veux parler des données. Déjà, il faut qu'on fasse ces recensements. Oui. C'est le deuxième recensement qui va nous permettre de connaître la population de la RDC et la population de Kinshasa en particulier. C'est seulement une fois qu'on a ces données-là qu'on peut maintenant adapter nos politiques selon les besoins réels de notre population. Parce que si on n'a pas les chiffres, on risque malheureusement de sous-estimer les besoins de notre population. Par exemple, dans ces cas, on voit bien tous ces déchets qui sont là. Ça, c'est aussi un problème récurrent dans notre ville, la gestion des déchets. On ne sait pas Kinshasa produit combien de déchets par jour. Donc même quand on a un service qui s'occupe de l'assainissement de la ville, ils ne peuvent vraiment pas arriver à évacuer tous les déchets qui sont produits parce qu'ils ne savent même pas il y a combien d'habitants et plus ou moins un habitant produit combien de déchets en moyenne et la quantité de déchets par jour ou par semaine, on ne les connaît pas. Donc on a un gros travail à faire sur les données, mais une fois qu'on a fait ce travail sur les données, maintenant on peut adapter l'offre du logement, construire, l'État doit construire les logements, les HLM et tout, on doit construire les hôpitaux, adapter l'offre, équiper les hôpitaux, on doit
construire les écoles, aujourd'hui, même s'il y a ce programme qui est lancé, gratuité de l'enseignement, mais l'offre reste encore inférieure aux besoins. On en a parlé hier, il y a une qui a dit, on a parlé de la gratuité d'école, mais on n'a pas construit l'école. Voilà, non, c'est bien ça. Donc il faut adapter l'offre par rapport aux besoins réels, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'éducation. Donc, et tout ça là, il faut savoir une chose, que toutes ces choses sont liées, tous ces problèmes sont liés. Mais quelles sont les difficultés de l'économie congolaise? Ah ouais, ça c'est une question à laquelle je m'attendais le moins. Mais bon, on va répondre. Les difficultés de l'économie congolaise, je crois que ce sont les capitaux, avant tout. Il n'y a pas de capitaux en RDC, parce qu'on est dans un monde où c'est les marchés qui dominent. Les marchés, c'est l'argent. Là où il y a l'argent, les gens viennent investir, les investisseurs viennent avec l'argent, ils investissent, ils engagent la population qui va venir travailler. Parce que je crois aux Congolais. Aujourd'hui, nous sommes une force parce que nous sommes une population jeune. C'est ça la force de notre population, et ça, c'est pour toute l'Afrique. Donc, avec l'amélioration de la mortalité infanto-juvénile, aujourd'hui, il y a une grosse population qui est jeune, différemment des pays occidentaux. Je prends l'exemple du Japon. Le Japon a carrément une pyramide d'âge inversée, où les jeunes sont moins que le plus vieux. Et économiquement, aujourd'hui, on peut voir que le Japon a baissé. Avant, le Japon était la deuxième puissance économique. Aujourd'hui, il a perdu sa place, il est un peu plus loin. Et différemment de la Chine, qui a su profiter de sa démographie. Mais bon, enfin, nous, on l'a de façon, on va dire, plus ou moins naturelle, parce que les Canada, c'est un peu artificiel. Les Canada essayent de rendre cet équilibre par l'immigration, mais nous, on l'a par notre natalité, par notre maîtrise du taux de mortalité qui s'améliore. Donc, voilà. Donc, mais quelles sont les conséquences de la croissance démographique sur la population? Sur la population, on va dire, la population peut s'accroître, mais il y a le problème d'espace. Donc, une fois que la population s'accroît et que l'espace n'a pas évolué, on a une grosse densité, la population, sur un espace réduit. Et là, la population est vraiment exposée à divers problèmes. Par exemple, quand on vit dans un espace réduit avec autant de personnes, il y a forcément la promiscuité qui s'installe. On a des problèmes pour évacuer les déchets, on a des problèmes pour évacuer l'eau usée. Enfin, l'offre de tout ce que j'ai dit, les soins, l'éducation et tout ça là. Après, si on a un espace où les gens peuvent vivre, parce que notre problème, c'est que le milieu urbain n'est pas développé. On est autour de 30-35% d'urbanisation chez nous. Je prends un exemple, la France est à plus de 80% d'urbanisation. Donc on n'a pas de villes. Est-ce qu'il faut faire en sorte que tout le monde rentre dans les provinces? Et pour que les gens rentrent dans les provinces, il faut développer les provinces. Il faut développer les provinces. Donc le problème de la surpopulation, c'est juste que une population en nombre ne peut pas vivre dans un espace réduit. Soit il faut agrandir les villes, ou soit il faut développer les provinces et faire en sorte que les gens qui vivent en ville reviennent en province. Pourquoi? Parce qu'ils ont intérêt, il y a du boulot, il y a des logements à bas prix, il y a la nourriture, on mange bio, il y a tout ça là. Il faut vraiment développer les provinces pour que la population puisse revenir. Est-ce que vous avez des solutions à proposer pour lutter contre la pauvreté en RDC? Oui, lutter contre la pauvreté en RDC, comme j'avais dit, notre problème, ce sont les capitaux. Les Congolais n'ont pas d'argent. Les banques ne prêtent pas aux Congolais. C'est ça. Les banques ne prêtent pas aux Congolais. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas sûrs des Congolais. Malgré tout, je sais qu'ailleurs, par exemple, les banques souscrivent aux assurances. Même quand un client n'a pas payé son prêt, il y a l'assurance qui vient derrière. Donc, l'État seul ne peut pas développer un pays. L'État doit faire en sorte de mettre en place des conditions qui permettent aux investissements de s'installer. Ce sont les investissements qui vont créer de la richesse
qui vont engager les Congolais. Parce que le Congolais est pauvre parce qu'il ne travaille pas. La majorité des Congolais sont dans l'informel. Ils gagnent leur vie comme ça, du jour au jour. Ils sortent le matin, par exemple, ils ne savent même pas s'ils vont manger le soir. Et c'est le soir venu qu'ils vont faire le bilan, dire j'ai combien 15, 20 000 francs pour rentrer et manger à la maison. Mais le problème, c'est que l'État doit améliorer les conditions d'investissement. Avec la guerre à l'Est aussi, ça n'aide pas, parce que le marché n'aime pas le bruit, l'argent n'aime pas les bruits. Quand il y a des bruits de bottes quelque part, les marchés est hésitant. Donc forcément, on s'est dit, notre bonheur passe par d'abord installer une sécurité, donc protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Et puis après, on va permettre à ce que l'argent vienne et que les gens s'installent et que la population, après, elle va avoir du boulot, on va sortir de ce chômage qui est criant et permettre à ce que les gens vivent décemment. Donc personnellement, je pense que c'est ça. Et ça, pour ça, j'insiste que le recensement général de la population et de l'habitat est important. On doit savoir il y a combien de Congolais. Dans l'étendue de la République, il y a combien de Congolais dans chaque ville, dans chaque commune, dans chaque quartier. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si on vous demande de venir vous joindre peut-être à l'État, à une équipe pour travailler, vous allez le faire? Vous allez faire ça? Vous pensez que la RDC ou Kinshasa aujourd'hui a encore un avenir? Oui, moi je ne suis pas pessimiste. Parce que j'ai déjà vu quelqu'un qui a dit que Mboko est irrécupérable. Si quand on commis est comme dit difficile. Enfin, moi je ne suis pas pessimiste. Par contre, je suis aussi réaliste pour dire que nous sommes peut-être une génération sacrifiée. Oui. J'ai toujours dit ça, c'est peut-être fort de le dire, mais il faut l'accepter. Parce que s'il faut changer ces pays, il faut commencer en bas. Il faut commencer vraiment à l'école primaire, moi j'ai dit, parce que la mentalité des gens a évolué d'une certaine façon. Vous ne comprenez pas. Moi je l'ai vécu en arrivant ici à Kinshasa, après plusieurs années à l'extérieur. Tu vois comment les gens réfléchissent, tu vois comment les gens font les choses, tu te demandes pourquoi les gens agissent comme ça. Mais en vrai, c'est juste parce qu'à un moment, la pauvreté s'est installée, l'éducation s'est détériorée, les gens n'étudient plus normalement, la qualité de l'enseignement est partie et tout ça là. Et même quand les gens ont bien étudié, après ils n'ont même pas de travail. Le chômage est là, les chômages qui s'installent, la pauvreté. Pour le coup, moi, pour vraiment sortir de cette torpeur, moi je pense que d'abord investir dans l'éducation, dans les infrastructures, c'est-à-dire l'énergie, les voies de communication, très important. Ce sont des choses qui vont aider le pays à avancer. Quand les gens disent social du Congolais, parce qu'on vit au quotidien, moi je comprends bien, mais moi je crois que les investissements doivent d'abord être tournés dans les infrastructures et de l'éducation. Après seulement, le social va suivre. Une fois qu'on a sécurisé le pays, une fois qu'on a investi dans les infrastructures, une fois qu'on a investi dans les voies de communication, une fois qu'on a investi dans l'éducation, c'est seulement après qu'on pourra s'attendre à une évolution, à ce que la population sorte de cette situation de pauvreté, parce qu'on est pauvre ailleurs, les gens ne vivent pas comme ça. Voilà, c'est ça la vraie vérité. On est pauvre, c'est dur, hein? C'est chaud. Oui, le peuple congolais est pauvre. Nous sommes pauvres. Oui, nous sommes pauvres, ça c'est vrai. Alors, nous allons vous donner l'opportunité de donner un conseil. Votre public est là. Donc, vous allez prendre 2 conseils. D'abord, le premier, à la population congolaise aujourd'hui qui vit dans la pauvreté. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit assumer, continuer à vivre dans ça? Est-ce qu'il doit sortir du pays? C'est vraiment un cas. On a vu des gens mourir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix sortir de cette pauvreté. Et nous voyons nos frères africains, congolais mourir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent fuir la pauvreté en RDC. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire comme conseil? Et aussi le deuxième conseil aux autorités, aux dirigeants de ces pays. Je ne sais pas si je suis légitime pour donner tous ces conseils aux gens. Oui. Seulement, je vais peut-être
racontant un peu mon histoire, tout à l'heure, vous avez eu la rubrique motivation, vous avez dit continuer à croire à ses rêves. Moi, je cru en mes rêves. Je savais ce que je voulais. C'était pas facile. Je suis parti de ces pays, non pas parce que j'avais envie d'aller m'exiler, non. Parce que je voulais améliorer mes conditions de vie. J'étais chirurgien dentiste, je travaillais déjà ici, mais mes conditions de vie n'étaient pas ça. Encore aujourd'hui, les chirurgiens dentistes vivent dans la pauvreté et ça, personne ne va me contredire. Il n'y a qu'à voir, il y a 2 jours, on a touché la fameuse prime. Je vous dis, les gens ne peuvent même pas s'en sortir avec cette prime. On a cette notoriété d'être chirurgien dentiste, mais on ne gagne pas assez. Et ça, c'est quelque chose que je déplore, que je dénonce ici, que les autorités essayent de voir un peu le cas pour les chirurgiens dentistes, et pas que pour les chirurgiens dentistes, pour toutes les couches sociales de la RDC. Donc, pour revenir à ce que je disais, croire en ses rêves, c'est donner les moyens. Et les moyens ne sont pas seulement financiers. Les moyens, c'est peut-être étudier, c'est peut-être faire de la recherche. Enfin, à vrai dire, quand on a faim, on n'a pas aussi envie d'aller faire des recherches. Mais moi, même quand j'avais faim, j'y croyais. J'ai resté dans mon bureau jusqu'à 22 heures. Je travaillais sur mes recherches, je travaillais sur ce que je voulais devenir. Je sais où je vais aller, je me donne les moyens. Que ce soit les moyens intellectuels, les moyens financiers, et voilà. Donc, forcément, continuer à croire. Et après, voilà, ça finira par arriver. Pour les autorités, je sais que pour la plupart, les autorités, ils ont étudié en dehors du pays. Ils connaissent ce qui se fait ailleurs, à l'étranger. Même quand ils n'ont pas étudié là-bas, ils travaillent. Ils vont là-bas tout le temps pour des colloques, pour des réunions. Ils voient bien ce qui se fait ailleurs. Mais pourquoi ne pas reproduire ce modèle ici? Je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est sûr, s'il y a de la volonté, si les gens veulent bien que les choses avancent, je ne suis pas aux affaires. Ça se trouve, on dit toujours, quand on est dehors, on parle beaucoup. Non, mais même quand on est dehors, on sait bien voir les choses parce que c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. On sait voir là où il y a un problème, là où il y a un souci. Donc, il faut peut-être redéfinir les priorités parce qu'en RDC, il y a des études qui ont été menées. Pour développer ces pays, crois-moi, il y a des études qui ont été menées. Croyez-moi, madame. Les partenaires, la Banque mondiale et tous les partenaires qui sont aux côtés de la RDC, qui accompagnent la RDC, sont là. Des gens ont travaillé, il y a des gens intelligents dans ces pays qui ont travaillé, qui ont proposé des solutions. Et après, il faut maintenant que les choses évoluent, que les gens aient la volonté politique de faire avancer les choses. Donc voilà, en quelques mots, c'est ce que je peux dire pour la population. Croire en ses rêves, c'est donner les moyens. Et pour le gouvernement, pour nos autorités, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, il est déjà 11h passé. Bon, on allait déjà fini, mais il y a eu une personne qui a écrit, m'a dit s'il vous plaît, il a dit, on dit que la RDC est un pays riche. Est-ce que d'abord c'est vrai que la RDC est un pays riche et pourquoi? Mais nous, on a l'eau douce, on peut le voir directement. Évidemment, il y a des micro-organismes qu'il faut éliminer avant. Mais il y a aussi le potentiel humain. Moi, en tant que démographe, je vois toujours ce côté-là. Je vois le potentiel humain. Et le potentiel humain est grand. Nous sommes une population jeune. Nous avons de la force. Et si on nous donne les moyens, et si nous-mêmes nous donnons aussi les moyens, nous pouvons réussir à créer cette richesse et sortir vraiment de cette pauvreté. Voilà, nous sommes jeunes et nous sommes forts. Il est déjà 11h passées, nous avons fini. Alors, je rappelle, aujourd'hui, nous avions parlé de